Dans le précédent épisode, on a parlé de la post-production, des tournages additionnels et de la sortie de la communauté de l'anneau et des 2 tours. Aujourd'hui, il est l'heure de terminer cette série en parlant de la post-production, du tournage additionnel et de la sortie du Retour du Roi, et on terminera sur l'avenir de cet univers au cinéma et du réalisateur Peter Jackson. Le film est monté par Jamie Selkirk, le monteur habituel du réalisateur. À l'origine, il devait monter les 3 opus, mais au final, à cause de la complexité de la tâche, il s'est contenté d'être le chef monteur du Retour du Roi et de seulement superviser le montage des 2 premiers opus. Il a d'ailleurs aidé à sélectionner les autres monteurs. C'était le montage le plus chiant à faire de la trilogie, car si le premier était à peu près linéaire et le second mélangeait 3 histoires, là il y en a jusqu'à 5. Le premier montage semblait trop long et manquait d'impact. En même temps, ça paraît normal que le premier montage d'un film ne soit pas top. Il faut élaguer. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux news du genre tel film était censé durer 4 heures et au final il en dure 2. Ça ne veut pas dire que la version de 4 heures était bien. Ils avaient tourné des épilogues pour chacun des personnages, avec par exemple Gimli à la Moria et Legolas dans la forêt. Cet épilogue devait, à l'origine, être narré par Cate Blanchett dont la voix ouvre déjà le triptyque. Mais tous ces épilogues n'ont pas été utilisés pour ne pas être trop longs, en tout cas pas plus long que ça ne l'est déjà. Ils se sont contentés de réunir tout le monde au couronnement d'Aragorn grâce à des reshoots. À l'origine, le film devait s'ouvrir, un peu comme le second opus, par un plan d'hélicoptère montrant le chemin des morts dans lequel devra se rendre Aragorn pour accomplir sa destinée. On se rend compte que c'est en fait un rêve quand Aragorn se réveille dans la chambre à Edoras et part vers le hall où il retrouve Éowyn pour cette scène que l'on connaît. Mais on avait vu dans le précédent épisode que l'une des dernières scènes des 2 tours avait été coupée pour ne pas durer trop longtemps après la fin de la bataille du gouffre de Helm. Cette scène concluait l'intrigue avec Saruman et permettait de récupérer le Palantir pour qu'avec Pippin puisse faire des bêtises la nuit. Cette scène devait donc être forcément présente dans le 3e film, car la scène avec le globe et le crétin de Took est capitale pour l'intrigue. Mais comme elle se déroule avant la nuit qui devait ouvrir le film, il a fallu complètement changer le début. Un des gros ajouts est donc le prologue, qui est en fait un recyclage d'une autre scène coupée des 2 tours, montrant le jour où Sméagol a découvert l'anneau et a tué son cousin Déagol. À ça, ils ont ajouté de nouveaux plans, dirigés par la productrice Fran Walsh, qui a aussi réalisé plusieurs autres scènes des reshoots et filmées par le principal directeur photo de la trilogie, Andrew Lesnie. Cette séquence montre la transformation de Sméagol en Gollum. Andy Serkis a joué la scène en portant des prothèses, du coup il a eu des grosses séances de maquillage, commençant parfois à 3h30 du matin. Et dans certains plans, quand il s'approche de plus en plus de Gollum, ils ont en post-production mélangé l'image réelle de Serkis prothésée et le modèle 3D de Gollum. Et pour finir sur le prologue, la MPAA a fait raccourcir l'étranglement de Déagol car il était trop violent et le changement de classification ça peut tenir à quelques secondes. En parlant de censure, pour que le film soit PG-13, il a fallu également réduire le temps où plus tard, Denethor est enflammé en torche humaine. D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué que le plan sur la maquette de Minas Tirith est exactement le même plan que celui du couronnement d'Aragorn, mais à l'envers et avec des ajouts numériques différents. Entre la scène d'Isengard, visible désormais après le prologue, et la scène d'ouverture originale, ils ont ajouté la scène de célébration à Edoras. Ils ont donc dû être contents d'avoir eu l'idée au tournage principal de démonter et stocker le décor du Château d'Or plutôt que le détruire, ce qui aurait demandé beaucoup de temps et d'argent pour le refaire from scratch. Et déjà, ils ont eu besoin de plusieurs semaines pour le remonter pour les reshoots. Parlons d'autres scènes modifiées. Lors du combat final, il était prévu que Sauron lui-même aille sur le champ de bataille et que le seigneur du Mordor affronte l'héritier du Gondor. Dans un premier temps, il devait apparaître sous une forme angélique, puis sous la forme en armure vue dans le prologue du premier opus. Mais après le tournage, ils se sont dit que ça allait contre l'idée que l'armée des hommes libres n'était pas là pour vaincre Sauron, mais pour faire gagner du temps à Frodon. Et je suis loin de maîtriser le lore de Tolkien, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais ça me paraît vraiment bizarre qu'il reste pendant toute la trilogie sous forme d'œil, et qu'au dernier moment, il se matérialise pour aller péter la gueule à Aragorn. Malgré cette coupe, une partie des plans de la scène ont été conservés. Les plans où Aragorn devait voir Sauron approcher ont été utilisés pour l'arrivée de son armée. Et pour les plans de combat, Sauron a été remplacé numériquement par un troll. Tant qu'on est sur les modification de cette scène, le moment où Aragorn se retourne vers ses camarades et prononce la réplique culte pour Frodo est un ajout tourné sur fond vert. Il en est de même pour certains des plans de réaction à la victoire qu'ils avaient oublié de tourner au tournage principal. Pour la mort de Gollum, dans le livre, il tombe tout seul comme un con. À l'origine, dans le film, Frodo le pousse, et c'est grâce au reshoot que Frodo ne le pousse pas, mais qu'ils se battent jusqu'à la chute. Plus tôt dans le film, le moment où Gandalf sauve la première retraite de Faramir a été déplacé. À l'origine, elle devait arriver au moment où Pippin et Gandalf arrivent à Minas Tirith, mais ils ont préféré avoir une scène de découverte de la cité, puis la scène de retraite avec Gandalf qui ressort. Au final,
final, comme le film était long et que Saruman était le méchant du second opus, ils ont décidé de couper la scène avec lui en Isengard. Pour que le crétin de Took puisse tout de même ramasser le Palantir, ils ont néanmoins laissé le début et la fin et fait quelques plans additionnels. Ainsi Saruman n'est pas visible, mais le Palantir est bien dans l'eau. Parlons justement de ce tournage additionnel. Il y en a un qui n'a pas pu y participer, c'est Orlando Bloom, qui était occupé sur le tournage de 3. Il est donc venu, avant tout le monde, en avril 2003, tourner tous ses plans, seul, sans les autres acteurs, en seulement 3 jours. En raison de l'indisponibilité de Bloom, il y a quelques plans où il est remplacé par une doublure numérique, et puis il y a cette scène ajoutée où Bloom et Mortensen ont été filmés séparément sur fond bleu, puis assemblés et ajoutés dans le décor grâce à la magie des effets visuels. Comme quoi c'est pas une technique qui est réservée aux fainéants de chez Marvel. Le premier jour, il a fait les plans de la scène de célébration avec le concours de bière, le second jour, divers plans par-ci par-là, et le dernier jour, il a tourné la scène du Momakil, qui est un ajout fait suite au succès auprès du public de la scène du surf dans les 2 tours. Et sur le tout dernier plan de cette journée, Bloom a involontairement pété son arc, pile au bon moment, lors du gros tournage additionnel avec le reste de l'équipe. Afin de gagner du temps, un maximum de décors ont été construits les uns à côté des autres dans les studios de Stone Street. Il est même arrivé que des décors soient changés la nuit pour gagner du temps. Également, le parking des studios a été transformé en backlot, un studio de tournage extérieur. Il y avait notamment un mur de conteneurs qui servait à la fois à cacher les décors, mais aussi d'installer un immense fond vert. Jackson passait d'une équipe à l'autre en vélo, et il avait souvent, comme sur le tournage principal, le retour vidéo des autres équipes en direct sur des écrans de contrôle. D'ailleurs, un jour, il n'aimait pas ce qu'il voyait sur l'écran du tournage du plan où le bras de Sam, ici incarné par un cascadeur, arrive face à Shelob pour sauver Frodo. Du coup, Jackson a quitté son équipe et est allé sur l'autre plateau en vélo, a enfilé le costume pour jouer lui-même Sam, puis il est retourné en vélo à son équipe en gardant le costume pour gagner du temps. Ça n'est pas la seule apparition de Jackson dans le film, il y a aussi son traditionnel caméo qui est également un reshoot, et il n'est pas le seul à faire un caméo dans cette scène, puisque parmi les pirates, on retrouve aussi Andrew Lesnie, Richard Taylor, Gino Acevedo, et aussi Rick Porras qui apparaît aussi plus tôt comme soldat du Gondor aux côtés de Chris Rivers. Une des grosses modifications de ce reshoot concerne le roi sorcier d'Angmar. Lors du tournage principal, sa tenue était assez différente et ils ont trouvé qu'il ressemblait trop à Sauron. Pour éviter que les spectateurs confondent les deux personnages, il a été redesigné pour les reshoots. La voix du personnage est, comme sur les précédents films, incarnée par Andy Serkis. Je ne sais pas qui, lors du tournage principal, était sous le costume, peut-être comme pour le premier film, Brent McIntyre. En revanche, pour le reshoot, c'est Lawrence McCohary, qui avait déjà interprété Lurtz dans le premier opus, qui enfilait le costume. Et dans certains plans de McCohary, qui est assez costaud, le corps du roi sorcier a été aminci numériquement. Sa masse aussi a été plusieurs fois redesignée. Elle n'était jamais assez grosse pour Jackson. Certains dans l'équipe trouvaient même les dernières versions ridiculeusement grandes, et elle était également très lourde pour McCohary. Le tournage du combat entre lui et Éowyn a été assez dur physiquement pour l'acteur et l'actrice Miranda Otto. Ils en ont profité pour ajouter cette scène, rappelant qui est le perso, la menace qu'il représente, et visiblement ça a dû être prévu à la dernière minute, vu qu'ils ont eu seulement une semaine pour concevoir les 14 armures qui habillent le décor. Un autre gros ajout concerne les orques. En effet, en comparaison avec les Uruk-hai, les orques vus jusqu'à présent dans la trilogie n'étaient clairement pas aussi impressionnants. Après le tournage principal, ils ont décidé d'ajouter des orques plus badass dans les rangs de Sauron. Il a donc fallu designer ces nouveaux orques et les intégrer au film en mélangeant des images du tournage principal et des nouvelles scènes. Par exemple, pour ces plans de l'attaque d'Osgiliath, les plans avec de l'eau sont issus du tournage principal, dirigé par John Mahaffey, sur un bassin construit sur un parking extérieur à environ 1 heure des studios de Stone Street. Et les plans où on voit les orques badass ont été dirigés par Jackson, au sec, en studio 3 ans plus tard. Avec ces nouveaux orques vient un chef, pour avoir un ennemi bien identifiable, Gothmog. Son design est en partie inspiré par celui d'Elephant Man. Et si sa voix est assurée par Craig Parker, qui dans les 2 premiers opus avait prêté ses traits à Aldir, sous le costume et les prothèses c'est encore Lawrence McCohary qui s'y colle, et qui donc dans cette scène se parle à lui-même. Il a été choisi suite à son interprétation sous les prothèses de Lurtz. Son temps de maquillage était plus court que pour Lurtz, puisque le Uruk-hai demandait 10 heures de maquillage et Gothmog seulement 4h30. Autant dire que McCohary a dû finalement apprécier de jouer le roi sorcier d'Angmar, qui lui ne nécessitait que 20 minutes d'habillage. Le temps de maquillage, cumulé à la physicalité du rôle de Gothmog, fait qu'il était pas mal crevé. Il y a même un jour où il s'est endormi dans une brouette, et bien évidemment, il y a un petit malin qui a trouvé ça drôle de l'immortaliser, et d'autres de le mettre dans le making-of du DVD. À l'arrivée de Pippin et Gandalf devant la salle du trône de Minas Tirith, le dialogue où Gandalf explique que Denethor est le père de Faramir est un ajout, sans doute pour que cela soit directement bien clair pour les spectateurs. Il en est de même pour le moment, un peu avant la bataille, où Pippin et Gandalf discutent de ce qui va se passer afin de mieux mettre en place les
enjeux du combat. C'est aussi le cas du très joli dialogue à propos de la mort. Cette scène a elle été ajoutée pour ne pas que les personnages disparaissent trop longtemps à ce stade de la bataille. Pour la scène où Pippin montre son uniforme du Gondor à Faramir, c'est également un reshoot qui a été tourné sur fond vert, l'arrière-plan a été créé par Weta Digital à partir de photos prises dans le décor du tournage principal. Le combat opposant Sam et Frodo à Gollum, sur les pentes de la montagne du destin, a été allongé lors du tournage additionnel. Et afin de gagner du temps, dans cette scène et d'autres nouvelles scènes avec Gollum, pour la première fois, Andy Serkis fut motion capturé dès le tournage. Au passage, le modèle 3D du Hobbit déglingué par le précieux fut à nouveau amélioré entre les deux tours et le retour du roi. Ils ont aussi utilisé des images de synthèse pour l'armée des morts. En fait, l'image que l'on voit est un compositing entre des acteurs en prothèse et des CGI. Ils ont bien galéré pour trouver le design, et ils ont bien eu le seum en voyant le trailer du premier Pirates des Caraïbes et son équipage fantôme. De même, l'équipe en charge du design final d'Arachné avait été challengée par le Aragog d'Harry Potter 2. Comme les deux premiers opus, le gros des effets visuels ont été faits par Weta Digital, la boîte de Peter Jackson, qui a largement grandi au cours de la production de la trilogie. Mais ils ont encore été aidés par quelques autres studios. C'est par exemple le cas de la boîte australienne Rising Sun Pictures et de l'américaine Riverman News, qui avaient déjà taffé sur quelques plans de la communauté de l'anneau. On avait déjà parlé de cette boîte dans une vidéo sur l'incroyable Hulk. Mais le plus marquant reste fait par Weta Digital. La bataille des champs de Pelennor devait à la base contenir 50 000 personnages, mais ils se sont dit que ça n'était pas assez, donc ils en ont ajouté 300 000, ce qui a sûrement joué dans le fait que les équipes VFX sont flippées en voyant l'étendue du taf pour ce troisième opus, notamment cette bataille. Alan Lee, l'un des deux illustrateurs de l'œuvre de Tolkien, qui a aidé à designer l'univers des films, a aidé à créer la bataille en dessinant des cartes et en concevant le décor numérique avec Jeremy Bennett, l'un des visual effects art directors. Afin que les animateurs et le logiciel Massive soient capables de créer des chevaux de synthèse, ils ont dû motion capturer des vrais chevaux. Quand les gens des effets visuels ont montré comment les férocellés peuvent choper des cavaliers, il y a eu l'idée qu'en plus, ils attrapent les chevaux. Évidemment, à ce moment-là, les chevaux sont animés sans motion capture. Ils allaient pas s'amuser à enregistrer leurs mouvements en les balançant du haut d'une grue, car la cruauté animale n'est pas la chose la plus sympathique qui soit. En revanche, il y a bien quelque chose qu'ils ont balancé du haut d'une grue, mais ce n'était pas un être vivant, et ça n'était pas pour les effets visuels, mais pour le son. Pour bruiter ces blocs de pierre balancés sur le champ de bataille, vous croyez qu'ils sont allés dans un studio et ont jeté un parpaing au sol? Les gars sont allés sur un chantier, ils ont mis des micros partout, certains même sous terre, et du haut d'une grue de chantier, ils ont largué un gros bloc de béton. Et pour les bruits d'armure d'orque écrasés, ils ont écrasé des trucs en métal, tels que des portières de voiture. Pour rester dans le métal, pour l'implosion du roi sorcier, ils ont utilisé des boîtes de conserve. Le son des crânes du monde des morts sont eux faits avec des noix de coco, les cris de Shelob sont faits avec ceux d'un alligator et d'un diable de Tasmanie, pour les voix écrits des foules d'orques, ils débauchaient des collègues, par exemple des équipes des effets visuels. Tant qu'on parle du son et des équipes des effets visuels, les deux départements ont fait très gaffe pour la scène de destruction de Barad-dûr pour éviter le risque de faire penser à l'attaque du 11 septembre 2001. Si le travail du son de la trilogie a été fait dans divers studios, le mixage final du Retour du Roi a été fait à Park Road, la boîte de post-production de Peter Jackson, construit pendant la trilogie. Et à ce moment-là, les travaux n'étaient pas encore finis, pendant qu'ils mixaient, ils entendaient encore parfois le bruit des perceuses. La table de mixage était assez moderne, puisque pour le Hobbit, 10 ans plus tard, c'était la même si quelques éléments, comme des curseurs trop vieux, ont été changés entre-temps. Restons dans le son pour aller vers la musique, toujours composée par Howard Shore. Pour le thème du Gondor, il a repris une musique entendue lorsque Boromir parle au Conseil d'Elrond. Il est donc probable que, dès ce moment-là, il avait une bonne idée du thème final du Gondor. Pour la scène de Shelob, Jackson voulait que la musique fasse penser au film d'horreur de Cronenberg. Et ça tombe bien vu que Shore en a composé. Pour la scène où Arwen a une vision de son fils, ils avaient eu l'idée de mettre une chanson interprétée par Liv Tyler, l'interprète de l'elfe. Mais après l'enregistrement, ils se sont dit que ça faisait bizarre d'entendre sa voix quand on la voit à l'image. À la place, ils ont mis une autre chanson interprétée par la soprano Renée Fleming. Au final, la chanson de Liv Tyler fut utilisée pour la scène de la Maison des Guérisons, visible uniquement dans la version longue. Pour la chanson du générique de fin, la scénariste Fran Walsh a mis du temps à trouver l'inspiration, mais elle lui vint avec une tragédie. Au cours de la production de la trilogie, elle et Jackson ont rencontré et pris sous leur aile un jeune réalisateur, Cameron Duncan, qui a réalisé 2 courts-métrages. Il était atteint d'un cancer, Fran Walsh se doutait qu'il ne le vaincrait pas lors de son dernier combat. Elle s'inspira de lui. Il a effectivement perdu la guerre avant la sortie du film en novembre 2003, à l'âge de 17 ans. Si vous écoutez les paroles de la chanson, elle peut à la fois parler de la fin du voyage de Frodo, mais aussi de la fin du combat de Duncan. C'est d'ailleurs à son enterrement qu'elle fut pour la première fois jouée en public. Pour trouver son interprète, ils ont fait une liste des meilleures chanteuses avec qui ils aimeraient taffer, et c'est au final Annie Lennox qui fut choisie. La musique est comme le film composé par Howard Shore, qui a également utilisé l'air de cette chanson dans le film, dans la discussion entre Pippin et Gandalf à propos de l'autre chemin qu'il nous faut tous prendre.
pour finir sur le générique. Hors musique, pour marquer la fin du triptyque et appuyer sur la différence avec les deux premières parties, ils ont décidé de faire un générique plus esthétisé que du simple blanc sur noir. Après avoir envisagé plusieurs idées, ils ont décidé d'utiliser des croquis d'Alan Lee. Pour les cartons des acteurs, il s'agit en fait d'un mélange d'un croquis et de la photo qui a inspiré le croquis. Comme pour les deux premiers opus, la post-production a continué extrêmement tard, et même, à seulement 2 mois de la sortie, le tournage n'était pas terminé. Car après la fin du tournage additionnel, des équipes de tournage ont continué à bosser, notamment pour avoir des images avec des figurants à cheval incrustés dans des fonds verts. Ces plans ont entre autres été réalisés par Dean Wright, le producteur des effets visuels, Jim Riggel, le superviseur des effets visuels, ou encore Chris Rivers, le storyboarder responsable de la prévisualisation et l'un des concept designers de la trilogie. En Angleterre, pendant l'enregistrement de la musique, Jackson a voulu ajouter de nouveaux plans. Heureusement, comme pour le précédent film, ils ont embarqué des stations de montage à Londres. Pour la scène de Legolas contre l'olifant, ils se sont dit qu'il manquait des contre-champs montrant les ennemis qui attaquent Legolas. Ils ont donc tourné en Angleterre des plans de référence, c'est le monteur Jamie Selkirk qui s'est occupé de jouer les ennemis. Aussi, ils ont voulu ajouter un plan de réaction de Gollum lorsque Frodo lui dit qu'il doit détruire l'anneau. Ça tombe bien que l'interprète de Gollum, Andy Serkis, habite en Angleterre, Jackson a pu le filmer là-bas. Le montage a tellement évolué qu'il a fallu réenregistrer des musiques, car le montage n'y collait plus. Et en parallèle, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, il y avait forcément plein de gens qui taffaient. Pour essayer de finir en temps et en heure, toutes les étapes de la post-production étaient faites en parallèle, à tel point que pour certains plans, le montage son, donc par exemple les bruitages, a dû être fait sans images ou alors juste de la prévisualisation. Du coup, l'organisation était assez compliquée. Le producteur Barry Osborne devait s'assurer que tous les départements communiquaient bien pour pouvoir tout faire en parallèle. Il y avait régulièrement des vidéoconférences, ce qui au début des années 2000 était pas aussi banal qu'aujourd'hui. Peter Jackson passait son temps à ajouter de nouveaux effets visuels qu'il désirait pour perfectionner le film. Et à peine 6 semaines avant la deadline, il a eu l'idée de rajouter des trolls dans Minas Tirith. Vraiment super bonne idée, Peter, quand on n'a plus le temps. Bon, par politesse, il leur disait que c'était pas obligatoire, ce qui ne veut pas dire grand chose. Au final, le film comporte environ 1400 plans à effets visuels, donc à peu près autant que dans les 2 premiers opus réunis. Avec tout ce retard et ces ajouts de dernière minute, on peut pas dire que les équipes de Weta Digital aient eu un temps de travail normal. Certains rentraient chez eux un jour sur 2, des gens pionçaient dans les salles de conférence et bossaient le week-end. En résumé, un gros crunch des enfers. Et en même temps, New Line Cinema avait très peur que le film ne soit pas prêt à temps. Le film devait être prêt en octobre 2003, mais le dernier plan fut inclus au montage vers le 10 novembre, et le dernier son le 15 novembre, et le film fut totalement fini seulement quelques jours avant l'avant-première. Le mixage final a dû être commencé alors que le montage final n'était même pas encore terminé. Peter Jackson n'a même jamais eu le temps de voir le film totalement fini, étalonné et mixé avant l'avant-première, qui a eu lieu le 1er décembre 2003 à Wellington. Mais la catastrophe n'eut pas lieu, le film est sorti à temps et fut un succès public et critique. Il est allé jusqu'à être nommé pour 11 Oscars et tous les gagnés. Il est encore aujourd'hui le recordman à égalité avec Titanic et Ben-Hur. Et grâce à la version longue, c'est probablement l'un des seuls films qui a été oscarisé alors qu'il avait encore des plans à tourner. Et économiquement, c'est également un succès, le plus important de la trilogie. Lors de sa première sortie, le film a rapporté 377 millions de dollars américains en Amérique du Nord et environ 764 dans le reste du monde. C'est le second film de l'histoire à dépasser le milliard de dollars de recettes. Les films plus anciens à avoir dépassé le cap l'ont fait avec des ressorties, même s'ils en étaient pas loin avec leur première sortie. Si on cumule le box-office des 3 films dans leur sortie originale, on obtient le chiffre de 2 milliards 900. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qu'a touché New Line, car cela prend en compte ce qui est récupéré par les exploitants et les impôts, mais aussi par les différents distributeurs internationaux. Il est probable que New Line Cinema ait récupéré bien moins que la moitié de cette somme. Néanmoins, avec un budget total de la trilogie estimé à environ 300 millions, et même si on ne connaît pas le budget marketing, on peut imaginer que la trilogie est plus que rentable. De si gros cartons avec un budget assez raisonnable, comment ça ne pourrait ne pas être rentable? Et pourtant... Après la fin de la trilogie, Saul Zaentz, qui avait acheté les droits à la Tolkien Estate et les a loués à New Line Cinema, s'est plaint de ne pas avoir touché à cette pognon. Il en est de même pour Peter Jackson, la Tolkien Estate, ainsi que des boîtes ayant investi dans la trilogie. Il semblerait que New Line leur aurait indiqué que la trilogie n'était pas rentable. Or, si c'est pas rentable, il n'y a pas de bénéfice, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de pognon, et s'il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de pognon. Des accusations semblables ont été faites par divers acteurs pour le pourcentage qu'ils doivent toucher sur les produits dérivés utilisant leur image. Et une partie de tout ce petit monde a voulu aller en justice. En gros, ce dont ils ont accusé le studio, c'est d'avoir appliqué la comptabilité hollywoodienne. Le principe, c'est qu'une boîte qui est censée récupérer le pognon, calculer les bénéfices et les redistribuer, se démerde avec divers procédés pour baisser artificiellement le chiffre officiel des bénéfices. Et donc, si l'on arrive à faire croire que les bénéfices sont plus bas qu'en réalité, on a moins d'argent à distribuer et donc plus d'argent à garder pour soi. Mais est-ce que dans le cas du Seigneur des Anneaux, c'est vrai? C'est vrai que ça paraît étonnant qu'avec de tels chiffres, la trilogie ne soit pas rentable. Et la comptabilité hollywoodienne est une
une pratique assez répandue. Je vous invite à vous renseigner à ce sujet, la page Wikipédia contient pas mal d'exemples. Mais la réalité, nous ne la connaîtrons probablement jamais, car le gros de ces affaires ont été réglés à l'amiable avec des signatures de chèques. Il est probable que ces deals aient été aussi faits, surtout dans le cadre de la dispute avec les héritiers de Tolkien, dans le but de sécuriser le projet d'adaptation du Hobbit. En effet, New Line souhaitait capitaliser sur le succès de la trilogie pour en développer un préquel adapté du premier livre édité de Tolkien. Mais les droits du Hobbit ayant été achetés avec ceux du Seigneur des Anneaux, il semblerait que l'attaque de la Tolkien Estate aurait bloqué les droits du Hobbit le temps de résoudre l'affaire. Il y avait donc un gros risque de ralentir le projet. C'est d'ailleurs aussi, paraît-il, à cause de son différend avec New Line, que Peter Jackson fut dans un premier temps choisi seulement comme scénariste et producteur, mais pas comme réalisateur du Hobbit. Celui-ci affirma qu'en fait, il ne voulait pas le réaliser, car il ne voulait pas s'auto-concurrencer en faisant une saga qui serait forcément comparée à la première trilogie qu'il a lui-même dirigée. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa brouille juridique avec New Line, le patron du studio de l'époque, Robert Shaye, a dit au site Sci-Fi Wire qu'il ne voulait plus avoir affaire à Jackson. Dans l'interview, il m'a l'air vraiment pas loin de le traiter d'ingrat. Bon, comme je le dis, tout s'est arrangé, et pour conclure cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à l'avenir de Jackson. Juste après avoir fini la trilogie, il passa à son autre gros projet qu'il avait failli faire à la place du Seigneur des Anneaux, King Kong, avec à ses côtés les mêmes autrices, le même directeur photo, le même monteur, le même production designer, et dans le rôle titre, Andy Serkis qui joue également un rôle secondaire très cool. Il a ensuite réalisé un court-métrage de guerre ayant pour but de lui permettre de tester la caméra Red One, dont le constructeur fabriquera les caméras du Hobbit, une séquence 3D à 360 degrés pour une attraction King Kong inclus dans le studio tram tour du parc Universal Hollywood, ainsi que le film fantastique un peu plus intimiste Lonely Bones, toujours entouré par une partie de l'équipe du Seigneur des Anneaux. Jackson a aussi bossé en tant que producteur en produisant et finançant le premier long métrage de Neil Blomkamp, District 9. Il y a aussi les boîtes de Jackson qui ont profité du succès de la trilogie. Déjà Park Road, qui a bossé sur un post-prod son de plusieurs films, même si pas autant que Weta Workshop, devenu spécialiste des armes et armures, mais pas que. Et puis bien sûr, il y a Weta Digital, récemment devenu Weta FX, qui est devenu l'un des plus gros studios d'effets visuels du monde, spécialiste notamment des personnages de synthèse motion capturés. Il y a des tas d'exemples, les plus connus étant probablement Avatar, La Planète des Singes, ou encore le combat final de plusieurs films du MCU. D'ailleurs, le studio fut aussi contacté par Steven Spielberg pour animer Milou dans son film live-action Tintin. Au final, le film n'est pas en prise de vue réelle, mais intégralement en images de synthèse par motion capture. Weta a créé toutes les images et Peter Jackson en est devenu le producteur. Jackson était supposé réaliser la suite, mais on l'attend toujours. Il a aussi petit à petit fait agrandir ses studios de Stone Street en construisant à l'occasion de King Kong un nouveau plateau insonorisé de 2200 mètres carrés. Et enfin, à l'occasion du Hobbit, ils ont rasé une partie des vieux bâtiments de l'usine de peinture d'origine pour ajouter 2 grands plateaux insonorisés de 1600 mètres carrés chacun. Ce qui fait que pour ce second voyage en Terre du Milieu, ils avaient assez de plateaux pour pouvoir tourner un maximum à Stone Street et à, contrairement au Seigneur des Anneaux, ne pas se dispatcher entre divers hangars non insonorisés aux abords de Wellington. Voici pour finir quelques films que vous avez pu voir tourner à Stone Street. C'est la fin de cet épisode et de cette série, merci de l'avoir suivi. Peut-être que nous parlerons du Hobbit, je ne sais pas encore, mais si c'est le cas ça ne sera pas tout de suite, car d'abord nous allons retourner au monde des super-héros. On se retrouve dès que le premier épisode des coulisses de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe sera prêt, et en attendant, comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, et si vous voulez pas rater le début de la 2e saison des coulisses du MCU, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, et merci d'avoir suivi cette série,